Bien, je vous propose de commencer donc la suite de la session du thème 1, forêt faire face à la crise. Donc, je suis Claude Husson du département santé des forêts. C'est moi qui vais animer cette suite du thème 1. Donc, hier, nous avons eu des conférences sur des thèmes à une échelle plutôt nationale et puis des témoignages qui étaient plutôt axés sur des crises en région, sur le hêtre et puis les crises par massif, et notamment le massif de Chantilly. Donc, pour commencer cette série, on va à nouveau faire une conférence à un niveau régionalisé. Je vais laisser la parole donc à Jean-Pierre Renaud, qui est directeur de l'ENF Grand Est, pour savoir quels enseignements on peut tirer de ces crises, quels enseignements on peut en tirer pour le futur. Voilà, Jean-Pierre, vous avez 20 minutes et je vous fais signe 5 minutes avant la fin de la présentation. Très bien, mais merci. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver, même si en visio, évidemment, c'est moins sympathique qu'en direct. Je parle en tant que directeur de l'ONF, donc je vais parler des forêts publiques du Grand Est, qui sont majoritaires. Près de 60% des forêts dans le Grand Est sont des forêts qui appartiennent à l'État ou aux communes forestières. Mais je prends aussi la casquette pour parler en tant de vice-président de FIBOIS. FIBOIS, c'est l'interprofession, donc FIBOIS Grand Est, qui représente l'ensemble des entreprises de la filière, depuis le propriétaire forestier jusqu'au charpentier et aux utilisateurs de la deuxième transformation. Et à ce titre, donc, je voulais vous parler ce matin des conséquences économiques sur la filière, aujourd'hui et demain, de ces crises forestières qui ne font que se développer. Donc, cette dimension économique nous paraît absolument importante et va transformer fondamentalement et durablement nos métiers. Donc, simplement quelques rappels rapides sur ce que sont les forêts dans le Grand Est. Là, vous avez le taux de boisement des communes, donc toutes forêts confondues à l'échelle du Grand Est. On voit que il y a bien sûr le massif des Ardennes et le massif des Vosges qui sont extrêmement boisés, mais on a une région très forestière, hein, plus de 36% de taux de boisement, c'est plus que la moyenne nationale, et donc et des forêts à peu près partout. À l'exception d'une partie de la Marne, des Ardennes et de l'Aube, dans les grandes zones de culture ou de vignes, mais on a quand même une forêt omniprésente. Et donc on voit la transcription des crises, elle n'est pas localisée comme on avait peut-être pu le penser au départ à quelques secteurs. On voit là les points sont des points où on a estimé qu'il fallait reconstituer des forêts ou des zones de forêt qui avaient été détruites par les crises. On voit que ces points, notamment en rouge, c'est les scolites, ou en violet, les problèmes de dépérissement, ou de calarose en orange. On voit qu'on a partout des problèmes sanitaires, on a partout des problèmes de dépérissement, et on aura partout, quasiment partout, des problèmes de reconstitution. Donc, ce n'est pas un phénomène localisé, c'est un phénomène qui affecte l'essentiel de nos forêts publiques et privées dans la région Grand Est. Donc, simplement un rappel très rapide, puisqu'on en a parlé longuement hier. Bien sûr, les origines de la crise sanitaire, on a deux exemples venant d'Alsace sur les températures moyennes estivales. Donc à Mulhouse, on voit que les dernières années par rapport à la période de référence sont atypiques, mais je passe vite puisqu'on en a parlé hier. Toujours sur l'Alsace, sur une autre station, les déficits de précipitation ont commencé depuis 2015-2016. Hein. On a un phénomène qui s'est amplifié, alors que souvent c'était une année ou deux, voire deux, mais là on a 5 années de suite qui ont été déficitaires, et donc tout ça conduit à un phénomène évidemment général qu'on a également bien présenté hier, donc je passe vite, avec donc on le voit pour la sécheresse des sols qui a été mesurée donc entre juillet à septembre de 2020. Des conséquences donc très importantes et un déficit donc au niveau des bilans hydriques dans les sols, et donc qui explique en grande partie les problèmes que nous rencontrons, et donc les problèmes de dépérissement que nous constatons. Donc pour terminer avec ces origines de la crise, mais vous connaissez tout ça par cœur, ce sont bien sûr des stress récurrents, donc on s'attend à ce que sur le long terme, on doit vivre avec ces crises. Ce n'est pas un phénomène unique et isolé, on le sait bien. Des facteurs prédisposants, alors on en parle souvent, les peuplements spécifiques, des essences en limite d'air. Bien sûr, on a les forêts dont on a hérité par le passé, par une gestion et des investissements. Donc, on ne va pas refaire le passé. On a des facteurs qui expliquent en partie seulement ces problèmes de dépaysement. Je prends l'exemple de Verdun et de sa forêt qui était encore composée d'une partie significative d'épicéas qui sont en train de tous mourir. Mais on ne refait pas l'histoire. Et comme vous le savez, Verdun est, pour
pour ceux qui feront la tournée demain ou après-demain plutôt, issus de reboisement après la Première Guerre mondiale. Des éléments déclencheurs, j'en ai parlé, et puis simplement mon diapo précédente, des éléments déclencheurs, on n'a peut-être pas parlé, mais je rappelle quand même que souvent il y a une conjonction avec des phénomènes climatiques, de tempêtes ou de phénomènes catastrophiques. Et notamment, n'oublions pas que pour le Grand Est, début 2018, en janvier 2018, les 2 et 3 janvier, il y a eu la tempête Eleanor qui a mis par terre, alors en Allemagne notamment, ou en Tchéquie, mais aussi dans l'Est du pays, d'importants volumes. On en a peu parlé parce que ça n'avait rien à voir avec la tempête Lothar de décembre 99, mais tous ces bois renversés début 2018, ont été la porte d'entrée en fait pour notamment les débuts des crises coliques, notamment dès l'été 2018. Donc la conjonction des tempêtes et des phénomènes de sécheresse conditionne cette évolution. Donc, simplement, qu'est-ce qui se passe pour nos principales essences? On a regardé 3 zooms sur 3 essences. On voit que sur l'épicéa, évidemment, la situation, c'est celle dont on a le plus parlé depuis 2018. Ce que vous avez en jaune, ce sont les volumes d'épicéa en produits accidentels, donc les bois qu'on a dû récolter en urgence parce qu'ils étaient en train de dépérir ou ils étaient déjà morts. 2021, c'est en cours, hein. C'est pas parce que ça baisse en 2021, c'est parce qu'on est à mi-année et que le premier envol vient simplement d'avoir eu lieu parce qu'on avait en printemps plutôt une saison plutôt plus favorable. Donc on aura, j'espère, que 2 envols au lieu de 3 comme les années précédentes. Mais on voit quand même que 92% des volumes désignés en 2020 et début 2021 sont des produits accidentels pour l'épicéa. Donc on voit que l'essentiel de notre récolte en épicéa depuis 3 ans sont des produits qu'on a dû récolter. On voit d'ailleurs l'inversion entre ce qu'on récoltait habituellement avec des épicéas sains, donc les barres grises et les barres jaunes qui ne font qu'augmenter et qui vont continuer à augmenter aussi, au moins au même niveau qu'en 2020. On le craint en 2021. Et si la barre baisse à un moment, c'est qu'il y aura dans certains massifs plus d'épicéa. Donc la crise ne va s'éteindre dans certains massifs de plaine qu'avec l'extinction d'épicéa. Évidemment, ce qui pose un problème aussi en termes de valorisation. Donc on le voit là que tous les départements du Grand Est sont touchés, notamment bien sûr les Ardennes, mais aussi la Moselle, le Bas-Rhin ou la Meuse, avec bien sûr les grands massifs de reboisement des années 20, puis après des années FFN. On a donc l'ensemble de la région qui est touchée. Quelques images pour montrer donc l'impact à la fois visuel et économique sur l'épicéa. Donc ça, c'est une photo prise par la forêt privée dans le massif de l'Argonne, donc qui est évidemment très impressionnante, et des massifs entiers secs, mais on voit aussi des images encore plus impressionnantes en Tchéquie ou dans l'Est allemand. À Verdun, donc, on a là aussi des images même si la forêt de Verdun est devenue avec le temps une forêt majoritairement feuillue, tous les peuplements d'épicéa ont connu des situations extrêmement difficiles, et donc avec des phénomènes de dépérissement massif et évidemment un problème de valorisation du bois qu'il a fallu se poser, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et dans un massif qu'on pensait, notamment en altitude, relativement préservé de ces attaques de scolytes, depuis 2 ans, on constate une augmentation, une remontée des dégâts à des altitudes sur lesquelles au départ, qui avaient été plutôt préservées, et dans le massif des Vosges notamment, et puis on le voit dans les Ardennes depuis 2 ans également, des dépérissements également d'épicéa assez massifs. On va parler maintenant d'une essence qui pour nous est très importante, à la fois en termes économiques, mais aussi en termes écologiques, qui est le plus souvent que l'épicéa dans son aire naturelle. On va parler donc du sapin, et on voit que le sapin, il y a un certain décalage par rapport à l'épicéa, mais on voit là aussi les traits bleus sont la récolte de sapins sains, et en vert, on a les sapins donc produits accidentels, les chablis, et on voit 2021, encore une fois, n'est pas typique, enfin n'est pas complet, puisqu'on est en train de récolter actuellement, on est à mi-année, mais on voit quand même que c'est moins important, moins massif que l'épicéa, mais on a quand même plus de 50% des volumes désignés en 2020 et début 2021 qui sont liés donc à ces récoltes de bois secs pour le sapin, avec une difficulté supplémentaire de valorisation économique. Donc pour le sapin, c'est un phénomène qui monte de manière continue et qui nous pose de gros problèmes. On va regarder maintenant, tous les départements sont aussi touchés, là où il y a du sapin, et notamment des vallées emblématiques comme la vallée de Masevaux dans le Haut-Rhin, par exemple, avec des dépérissements importants de sapins. Alors sur le sapin, ça se traduit par des images un peu différentes par rapport à l'épicéa. On n'a pas
ces tâches très importantes et des peuplements qui sont détruits, mais plutôt c'est plus diffus. On a des phénomènes de dessèchement plus individuels ou par bouquet, mais qui imitent le territoire. On a des phénomènes donc un peu plus diffus, mais qui sont quand même extrêmement significatifs, et aussi plus de difficultés à les récolter, puisque ces bois sont répartis sur l'ensemble de parcelles sur des grandes surfaces. Dernière essence emblématique, bien sûr, le hêtre, avec là aussi quelque chose qui a été décalé, mais qui monte en puissance et qui, on n'a pas mis 2021, mais on est très inquiet pour 2021 parce que tous les signes maintenant que on a, bien sûr, les hêtres ont débourré, on a beaucoup de problèmes à venir devant nous sur ces problèmes de récolte. Alors certes, le volume de produits accidentels est plus faible que pour le sapin et encore moins que pour l'épicéa, mais on a quand même 23% des volumes désignés et ça ne fait qu'augmenter. Donc le hêtre, qui est quand même une essence phare dans la région Grand Est, est aussi une essence qui est extrêmement concernée par la récolte de produits accidentels. Donc là, on retrouve ces répartitions par diamètre, donc par département, et donc des images là aussi de dessèchement de hêtre, en partie au départ du houppier, puis ensuite assez rapidement en totalité. Voilà, donc pour terminer ce rapide panorama des problèmes de dépérissement, des phénomènes qui affectent toutes les essences. Donc j'ai fait un focus sur les 3 grandes essences forestières de la région Grand Est, mais on a toutes les grandes essences, notamment les chênes, le frêne, le pin noir, le pin sylvestre aussi, on aurait pu rajouter, le Douglas, qui connaissent des situations sanitaires difficiles. Et puis par rapport à nos pays voisins, on est évidemment également très, très concernés, mais eux sont encore plus affectés que nous. Voilà. Donc, on va parler maintenant quelques minutes de l'impact économique, proprement dit. L'impact économique, il est difficile à gérer puisque, contrairement à la tempête de 99, où les bois sont tombés d'un coup en une journée, on a pu, ça a été très compliqué. Il a fallu nettoyer, exploiter, valoriser ce qui pouvait l'être. Là, c'est quelque chose de très évolutif. On ne sait pas a priori, même aujourd'hui, on n'est pas capable de prédire les volumes qu'on va devoir récolter en produits accidentels pour cette année et les années suivantes. Donc, c'est par pic, par vague, ça dépend des conditions météo, c'est quelque chose d'évolutif, mais le phénomène est cumulatif et depuis 2018, on court après ces phénomènes de dépérissement. Et donc, en plus, comme vous le savez, le bois qui dépérit, c'est périssable, donc on est aussi engagé dans une course contre la montre. Donc, on a plusieurs facteurs qui vont conditionner la perte de valeur, la perte de matière par rapport à ces phénomènes. On a la dégradation du bois. Là, c'est une image qui a été prise par l'entreprise SIAT et qui démontre donc que pour faire 3 planches, comme vous le voyez, donc c'est en trait rouge, pour un bois qui est à droite scolité, vous perdez de la surface, donc du volume et de la matière, et qu'on a une surface qui était exploitée en section de 60% pour un arbre, je dirais, normal, sain, et où on peut sortir 3 planches dans un diamètre de 26 cm, dans une section de 26 cm. Là, il faut passer à une section plus importante, et au lieu de transformer 60% de la surface, on n'a plus que 47% qui est valorisable sous forme de planche. Donc, une perte de matière. On a également une diminution, ce qu'on appelle de mix produit, c'est-à-dire une dégradation de la valeur moyenne des bois, donc avec une augmentation significative de 2017-2018 jusqu'à 2020, et ça va continuer. Et donc des bois qui étaient des bois d'œuvre qui passent dans la catégorie bois d'industrie, ou enfin qualité palette et bois d'industrie, donc une dégradation pour des mêmes tailles de bois, des bois qui sont déclassés, et donc une perte de valeur évidemment, et des usages qui sont dégradés. On a quelques images pour illustrer, mais c'est des phénomènes que vous avez vus. Donc sur les sapins dépérissants, on a là aussi, encore peut-être plus que pour l'épicéa, une course contre la montre, parce qu'on a une dégradation rapide de la qualité du bois, donc il faut intervenir vite. Un sapin sec est très difficile à valoriser. Pour le hêtre, le phénomène est un peu différent, puisqu'on ne le voit pas forcément de l'extérieur. C'est quand le bois est coupé que vous voyez donc des colorations qui sont liées à ces phénomènes, ces fameux phénomènes de cavitation, de thrombose en fait, et donc qui colore l'arbre et qui dégrade également sa qualité technologique et donc ses capacités d'utilisation pour les meilleurs. Voilà. Donc pour terminer, donc quelques idées quand même par rapport à la façon dont on a géré la crise et dont on envisage au niveau économique de pouvoir non pas la surmonter, mais nous adapter à ces phénomènes de crise sanitaire. Donc la gestion de la crise sanitaire, donc il faut bien sûr limiter la contamination. Et donc les 3 mots d'ordre, c'est détecter, exploiter et commercialiser. Et vous remarquerez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a connu avec un petit clin d'œil à la gestion des crises de Covid. On disait dépister, tracer, isoler. On est un peu dans une même configuration, c'est-à-dire qu'il faut
détecter rapidement et puis traiter. Alors, bien sûr, dans la forêt, on peut exploiter les bois et donc on n'est pas sur une population humaine, mais on a quand même cette même préoccupation de travailler le plus en amont possible. Donc, simplement, au niveau de premier point, la détection, je passe là aussi vite. Le premier sujet que font les forestiers, le premier travail que font les forestiers, c'est de détecter rapidement, notamment pour l'épicéa. C'est pas simple, puisqu'on sait très bien, les épicéas, quand ils sont secs, c'est trop tard, puisque les scolites sont sortis et ont essaimé ailleurs. Donc, il faut très rapidement détecter les premiers signes d'attaque qui sont peu visibles, sur lesquels il faut pouvoir intervenir très rapidement pour exporter. On sait très bien que on est sur des seuils épidémiques où la lutte sanitaire n'est plus efficace. Donc, la seule lutte possible, c'est de pouvoir exporter avec les écorces les bois qui sont attaqués pour enlever le plus possible de population. Donc, c'est une lutte contre la montre. Et donc, notre sujet, c'est bien sûr l'exploitation. Comment arriver à exploiter ces volumes très importants? On parle de millions de mètres cubes à l'échelle du Grand Est. Et comment on arrive à avoir la main-d'œuvre, comment on arrive à pouvoir exploiter ces bois et pouvoir les sortir des massifs forestiers, les éloigner le plus possible des massifs forestiers, soit en Syrie, soit dans des aires de stockage. Et c'est tout l'enjeu pour la filière. Donc, un des sujets très importants et sur lequel on a fait un gros travail donc sur la forêt publique, et je salue tous les acteurs de la filière, notamment les scieurs qui ont joué le jeu, c'est de pouvoir valoriser les bois, donc placer les bois dans des contrats d'approvisionnement. Donc, on réalise du bois, on vend du bois façonné, on les livre le plus vite possible dans les scieries. Pour la forêt privée, ça a aussi quand même plutôt pas mal marché. Donc, on verra à la diapo suivante, on a des contrats qui ont été négociés dès le début de la crise et qui ont permis de valoriser un maximum de matière dans des conditions, certes pas satisfaisantes, mais qui ont quand même été relativement acceptables. Et puis, on a également un transport de bois vers l'ouest de la France. Ça, c'était important, je vais en redire un mot. Et puis également vers l'Asie notamment. Et donc, on a utilisé des moyens logistiques qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, mais des logistiques de trains, de conteneurs, pour aider à la mobilisation aussi de ces bois. On était dans une course contre la montre. On a des volumes beaucoup plus importants qu'on avait habituellement. Ça, c'est juste un exemple donc de l'accord cadre pour la gestion des épicéas, scolités et des sapins dépérissants qu'on a signé avec la FNB Grand Est et avec les communes forestières du Grand Est, qui sont bien sûr aussi un acteur très important. Et donc, on a des transferts de volume donc bien sûr, une valorisation majoritaire avec des transformateurs locaux, régionaux, mais aussi des transferts vers des territoires qui sont moins impactés, notamment dans l'ouest de la France. Et puis, on a stocké également des bois quand on pouvait le faire. Donc, on a essayé de valoriser au mieux, même si on a perdu évidemment de la matière. Donc, une des solutions qu'on avait mis en œuvre après la tempête de 99 et qu'on va faire de manière plus durable désormais, avec des aides importantes de la région Grand Est, c'est de mettre en place des aires de stockage pérennes. On en a une. Vous avez donc un projet qui va se concrétiser sur le site de Regisheim dans le Haut-Rhin et qui va pouvoir mobiliser tout le sud du massif vosgien pour stocker des bois, en lien d'ailleurs avec les deux coopératives Forêt et Bois de l'Est et Cossilval, et en lien également dans le cadre d'un accord avec la filière et les transformateurs. Donc là, c'est un travail important. On veut pérenniser ces aires de stockage qui seront à usage variable selon le niveau de la crise, mais on considère que les crises sont durables et donc il faut qu'on se dote d'aires de stockage sous eau qui permettent de ne pas perdre de la matière, de pouvoir les valoriser dans la durée. Avec donc également des volumes vendus en dehors de la région Grand Est. Et on a vendu près de 200 000 mètres cubes en 2019 et 2020 pour des bois qui ont été mis sur les trains et qui ont été envoyés dans l'ouest de la France, qui manquent de matière, puisque avec les tempêtes que nous avons, Xynthia et Klaus surtout, dans l'ouest de la France, ils ont des besoins, mais ils ont aussi moins de bois par rapport à leurs besoins. Voilà, pour terminer, quelques images également sur l'impact financier, une perte très importante pour les propriétaires forestiers. Donc là, je parle des propriétaires publics. Rien que pour les résineux blancs, pour 2019 et 2020, c'est 83 millions d'euros de manque à gagner. Alors je passe le détail, vous l'avez dans le diaporama, lié à la dégradation du bois et des conditions d'exploitation plus difficiles. Et donc, pour les forêts publiques, je n'ai pas les chiffres pour la forêt privée. Pour la forêt domaniale, on a perdu sur un an, donc en moyenne annuelle, 10 millions d'euros de recettes pour un volume vendu beaucoup plus important. On a vendu plus de volume qu'une année normale en 2020. Et pour la forêt communale, on a vendu à peu près les mêmes volumes, mais avec une perte pour les communes forestières du Grand Est de près de 23 millions d'euros. Donc, c'est considérable pour les propriétaires et c'est donc important aussi par rapport à leur capacité de réinvestir pour l'avenir des forêts. Donc, quelques images très rapides pour illustrer que ces coupes, c'est aussi un enjeu paysager avec des questions
légitime d'ailleurs de la population. Pourquoi rasez-vous la forêt? Pourquoi on ne coupe pas tous les bois morts? Il y a des panneaux d'explication qui sont mis en place également, notamment à Verdun, on les verra pour ceux qui font la tournée après-demain, pour expliquer la crise du scolyte, qu'est-ce que c'est qu'un scolyte et pourquoi ces forêts sont malades. Et puis également, les problèmes d'exploitation, c'est aussi des problèmes de sécurité. On voit qu'on on a une aire de pique-nique avec des arbres qui sont morts et donc il faut aussi prioriser pour commencer à exploiter dans les zones sur lesquelles il y a potentiellement un risque pour le public. Et je terminerai avec 2 diapos et j'en aurai fini avec quand même non pas des pistes d'espoir, mais pour montrer que la filière réfléchit de manière positive par rapport aux conséquences. La matière, on va en manquer, mais la forêt est toujours là. On a quand même des volumes encore très importants. Donc, on va gérer les crises à l'avenir, mais il faut aussi travailler sur une meilleure valorisation des bois qui sont atteints par ces crises sanitaires. Et ces bois ne sont pas brûlés, du moins très majoritairement. L'exemple du bois scolité que vous avez sous les yeux montre que le bois scolité ne perd pas ses qualités mécaniques. Simplement, par habitude, on n'aime pas les bois bleuis qui sont colorés. Or, sur le plan des charpentes, on a des bois qui sont de grande qualité. On a utilisé ces bois, d'ailleurs, des bois scolité, dans la construction du nouveau site de l'ONF et de la Chambre d'agriculture dans les Vosges à Épinal. Et on en a utilisé aussi du bois scolité vosgien pour le nouveau siège de l'ONF qui est en train d'être construit à Maison-Alfort. Donc, c'est la preuve qu'on peut utiliser ce bois. Pour le hêtre, c'est pareil. Donc, on préfère désormais, plutôt que parler de défauts, parler ou de défauts ou d'altérations, parler de singularité. Et donc, c'est la façon dont on travaille les bois avec des technologies modernes. Et on est dans une région où on a des centres de recherche, notamment autour du cri de bois, de l'ENSTIB ou d'autres opérateurs qui peuvent proposer des solutions qui valorisent beaucoup mieux le bois, y compris en bois d'œuvre. Et dernière diapo, c'est un message aussi que je voulais faire passer, c'est que cette forêt qui est touchée par les crises, elle garde un potentiel important. Notre objectif, c'est toujours de produire du bois d'œuvre de qualité. C'est une forêt dans le Grand Est qui est aux 3/4 feuillu, donc il faut mieux valoriser le feuillu. Et pour valoriser ce bois et produire le bois d'œuvre de demain, il faut travailler les jeunes peuplements. On va avoir les suites de la tempête de 99 avec des dizaines de milliers d'hectares qu'on doit éclaircir, qu'on doit valoriser pour produire du bois d'œuvre. Et on ne peut le valoriser si on ne veut pas dépenser trop d'argent qu'en valorisant les petits diamètres. Et le petit diamètre, c'est le bois énergie, bois d'industrie. Et on parle beaucoup du bois énergie comme posant des problèmes, etc. Pour nous, la valorisation, et on en a parlé récemment avec le directeur de l'ADEME et le président de la région, la valorisation énergétique de la forêt, ce n'est pas pour dire on brûle la forêt du Grand Est, on produit du bois d'œuvre, mais le bois énergie est un élément indispensable pour valoriser la forêt et produire le bois d'œuvre de demain. Et j'en ai fini, je dois être dans les temps. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions sur le chat. Bon, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'entre épicéa, sapin, hêtre, chêne, frêne, on ne sait plus trop ce qui est encore en bonne santé dans le Grand Est. Et qu'on va essayer d'apprécier les bois bleuis pour faciliter la filière du bois, de sa commercialisation. Je vais prendre une première question de Frédéric Delport qui se demande si c'est l'ensemble des sapins dépérissants qui sont récoltés ou alors certains sont laissés sur pied. Clairement, certains sont laissés sur pied. Je pense qu'il a fallu, je ne l'ai pas dit, c'est écrit dans la diapo, mais dans une dia, on n'a pas les moyens d'exploiter partout, donc on a priorisé. Prioriser, ça veut dire qu'on a surtout exploité les bois qui pouvaient être valorisés économiquement le plus facilement. Le plus facilement, c'est-à-dire des peuplements accessibles, les volumes les plus importants, et puis des bois qui étaient, je dirais, encore valorisables. Parce que quand vous avez des sapins secs depuis longtemps disséminés, on perd plus d'argent à aller les récolter que de devoir les prendre. Donc, on a bien sûr une augmentation du bois mort dans les forêts et on a des peuplements qu'on a laissés sur place. D'accord, merci. Alors, on a une question sur l'impact des scolites sur le sapin versus épicéa. Donc, je vais la passer. En fait, les scolites sur sapin sont quand même moins agressifs que sur épicéa. On va dire qu'ils sont plus secondaires. Ce n'est pas les mêmes scolites. Oui. Une question de Vincent Boulanger. Est-ce que le tissu industriel de première transformation est en capacité d'absorber tous ces bois qui se dégradent rapidement? Alors, le tissu industriel régional, en majorité, oui. Là, il y avait sur l'épicéa une telle crise qu'on a dû exporter, je vous l'ai dit, pour la forêt publique, 200 000 m3, et on va continuer d'ailleurs à le faire en 2021 vers l'ouest. Mais globalement, on a une filière qui a répondu et qui a pu valoriser une bonne partie de notre récolte. C'était une bonne chose. On a la chance dans le Grand Est d'avoir un outil de transformation qui est encore très
très actif et d'ailleurs il faut qu'on arrive à le conforter, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions de France, hein. Dans les Pyrénées par exemple, il y a un problème de déficit de transformation et donc il faut absolument conserver cette capacité de transformation et de valorisation. Et donc c'est pour ça que avec ma casquette de vice-président de Fibois, il faut vraiment travailler de manière solidaire et donc avec des contrats d'approvisionnement où on peut alimenter ces scieries rapidement. Merci. Alors, des épicéas verts, il y en a toujours dans les peuplements, mais on peut se poser la question, et c'est la question de Stéphane Assaël, comment gérer les épicéas encore sains aujourd'hui? Est-ce qu'on les coupe par anticipation ou est-ce qu'on prend le risque de les laisser sur pied? On va en couper pour l'instant, enfin, quand ils sont en station, je pense notamment au massif vosgien, voire au massif des Ardennes, donc au-dessus d'une certaine altitude, on va les laisser un maximum parce qu'il y a un tel engorgement des marchés on limite quand même les coupes de bois frais, y compris d'épicéas. Par contre, on a des secteurs où on voit que les épicéas, je pense à certains peuplements de Haute-Marne, par exemple, ou dans l'ouest vosgien, on n'a aucune chance de pouvoir garder ces épicéas. Donc, même s'ils sont encore verts, on préfère les couper par anticipation parce qu'on sait très bien que si on ne les coupe pas aujourd'hui, c'est dans un an ou dans 2 ans qu'on devra les couper dans des conditions plus difficiles. D'accord, c'est très clair. Une question sur le Douglas de Nathan Coustein. Est-ce que le reboisement avec le Douglas est toujours d'actualité? Est-ce qu'il est adapté dans notre grande région? Alors, le Douglas fait partie de la panoplie de nos essences de reboisement. On n'a pas, alors je parle pour les forêts publiques, c'est pas l'essence majoritaire sur laquelle qu'on envisage de valoriser par rapport à la reconstitution. D'abord, on a des peuplements naturels anciens de Douglas qui sont issus de boisements, parfois d'ailleurs très anciens, de plus d'un siècle, et qui se régénèrent naturellement, qui d'ailleurs de bons résultats. Donc le Douglas est un élément de la panoplie du reboiseur pour nous, mais qu'un élément. Ce n'est pas l'essence majoritaire. Les essences majoritaires qu'on entend utiliser en plus de la régénération naturelle, hein, qui restera notre élément le plus important, ce sont les chênes sessiles, chênes pubescents aussi qu'on introduit plus majoritairement avec des récoltes évidemment en région méditerranéenne, et puis le cèdre de l'Atlas dans les secteurs sur lesquels on n'a pas trop de problèmes de contraintes, notamment de dalles d'exploration des sols. Le Douglas va être utilisé, mais je dirais de manière plutôt minoritaire. Merci. Il y a beaucoup d'autres questions. Je vais en prendre une dernière sur les amendements calcomagnésiens. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir justement à des amendements calcomagnésiens en réponse à l'export de matières de bois énergie, si ce modèle se généralise? Non, sauf dans certains secteurs très particuliers. La récolte de bois énergie, elle est très encadrée, hein. Ça a été étudié avec d'autres opérateurs, avec l'ADEME, et donc notamment dans le massif vosgien ou plus généralement sur tous les sols acides, on a des règles très strictes pour ne pas exporter justement de matières premières au-delà de certaines limites, et notamment de limiter le nombre d'éclaircies, et on laisse également, on a des pratiques pour laisser les aiguilles au sol, donc pour avoir des pratiques qui permettent de maintenir les éléments minéraux au sol. Donc on a cette préoccupation de préserver. Donc les amendements calcomagnésiens, ça a été d'ailleurs testé et ça donnait plutôt des bons résultats, mais ça concerne quand même des secteurs relativement limités. Et encore une fois, le bois énergie, il y a quand même beaucoup de bois qui reste en forêt. C'est un outil, mais qui n'est pas on ne gère pas les forêts pour produire du bois énergie. On gère les forêts pour produire à terme du bois d'œuvre, et le bois énergie est un point de passage obligé. C'est un sous-produit de la sylviculture, mais aussi bien sûr de l'exploitation et de la transformation du bois, mais c'est un sous-produit de la sylviculture qui est essentiel. Bien, je vous remercie beaucoup Jean-Pierre Renaud. Il y a vraiment un flux de questions, mais vous pourrez toujours y répondre puisque les Vous avez questions mon sont adresse mail, enregistrées. donc on pourra vous répondre pour ce type. Parfait.